L'équipe de Chibero Telebista repart à l'aventure en mobilette. Cette année, elle vous emmène à la rencontre de Souletins expatriés. Pas au bout du monde, mais dans les provinces voisines, à quelques kilomètres de notre cher Soule. Rassemblement pour le départ à Ordiart, au pied du col d'Oskitch, que nous traversons dans la fraîcheur matinale. Sous le regard bienveillant de Saint-Antoine et celui de quelques vautours tournoyant au-dessus de nos têtes, nous profitons d'une vue magnifique sur les vallées et un horizon à perte de vue. Nous arrivons dans la vallée d'Ostibaré et traversons le petit village de Saint-Justibar. Il faut grimper le col de Gamilla sans trop faire chauffer les moteurs. N'oublions pas que nos engins n'ont pas 20 ans. La descente vers Saint-Jean-Pied-de-Port est plus aisée, grisée par le vent léger, c'est une vraie partie de plaisir. Nous traversons l'ancienne capitale de la Basse-Navarre, la bien nommée, la vieille voie de communication empruntée depuis fort longtemps par les pèlerins, marchands, voyageurs et même envahisseurs. Nous sommes en Navarre, un régal pour les yeux, la pierre rose, les murs blancs, les volets rouges. C'est un plaisir de traverser les petites rues du village en faisant ronfler nos moteurs. Nous traversons le vieux pont de pierre en nous rappelant qu'au XVIIIe siècle, c'est ici, dans les forges du village, que l'on fondait les canons et les boulets des corsaires. L'équipe de bikers fait sa première étape à Saint-Étienne-de-Baïgorry, où Gilda rencontre Olivier Cazenave dans sa chocolaterie. Salut Olivier. Bonjour Gilda. Eh bien, on est ravis d'être ici à Saint-Étienne-de-Baïgorry. Bienvenue à la chocolaterie. Ouais, et moi j'étais assez épatée en préparant l'interview de ton parcours. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Épaté, oui. Je suis arrivé à Baïgorry il y a 11 ans, après un parcours dans l'industrie chez Lindt. J'ai bossé 12 ans chez Lindt. Et j'avais besoin d'expérimenter par moi-même beaucoup de choses, notamment des fabrications, ce qui me tenait à cœur. Et donc j'ai choisi Baïgorry. Et pourquoi Baïgorry, quoi? Pourquoi Baïgorry? Ça a été un petit hasard de circonstances. Moi, Baïgorry, c'était le stade, avant tout. Je venais au stade, je venais à Faron et Gouna, et puis c'est tout. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie vie de village, qu'il y avait quand même quelque chose d'intéressant. Et c'est vrai que j'ai trouvé un lieu avant tout qui m'a permis un petit peu qui collait à mes attentes en fait. D'accord. Et de créer la chocolaterie. D'accord. Et on peut rentrer peut-être? Bien sûr, on peut rentrer. Ok, mais super. Merci beaucoup. Bon, Olivier, moi ce qui m'intrigue, c'est comment on passe du fait d'être ingénieur alimentaire à monter sa propre chocolaterie comme ça. J'ai passé 12 très bonnes années chez Lindt et j'ai expérimenté beaucoup de choses, notamment sur la fabrication du cacao au chocolat. À une échelle industrielle, j'ai beaucoup appris, mais après ça me tenait à cœur vraiment d'expérimenter par moi-même, pour moi-même, ce travail-là d'élaboration. Donc c'est comme ça que je suis devenu artisan. D'accord, et tu fais tout d'un bout à l'autre alors? Ouais. Tout d'un bout à l'autre, on achète du cacao, on transforme, on fabrique du chocolat et après on décline en produit fini. D'accord. Et apparemment, ta spécialité, c'est la transformation. Oui. Et est-ce que tu peux nous en parler, nous détailler un petit peu ça? Alors, ma spécialité, c'est vrai que c'est la transformation. Quelque part, c'est un savoir-faire que j'ai appris donc, chez Lindt et je peux t'en dire 2 mots si tu veux. Ok, ça marche. Mon savoir-faire, c'est vraiment travailler la fève de cacao, transformer. La première étape, c'est cette machine, c'est un torréfacteur. Et c'est un métier qui a un peu disparu. Et j'ai eu la chance de pouvoir expérimenter et de développer ce savoir-faire-là à l'échelle artisanale. Et mon vrai savoir-faire, ma maîtrise, c'est le chocolat noir. D'accord. Avec un petit peu de recul, je pense que c'est surtout ça. Mais la torréfaction, c'est une étape. Qu'est-ce qu'il y a comme autre étape? La torréfaction, c'est une étape. Donc on va développer le goût de la fève. Bon, il y a la qualité de la matière première. Après, la maîtrise de la cuisson. C'est un petit peu comme si on met un gâteau au four, on a une notion de temps, température, on développe le goût. Et après, simplement, c'est un process où on enlève la coque, on décoque,
On garde la partie noble, le grain, D'accord. et après c'est un système de broyage, on met en œuvre des ingrédients pour fabriquer du chocolat. Et en fonction de si le cacao vient de Colombie, d'Équateur ou d'ailleurs, tu le cuis différemment, tu le torréfies différemment. Oui. Il y a des optimums de cuisson, donc on choisit son optimum. Et c'est la différence avec l'industrie, c'est que l'industrie va standardiser un peu le goût, alors que nous, on va faire des cuissons plus légères pour essayer de développer au maximum une aromatique différente. Et qu'est-ce qui fait que tu vas choisir cette fève qui vient de Colombie ou une autre qui vient d'Afrique ou d'ailleurs? Bah, déjà, c'est la curiosité, c'est-à-dire que j'aime bien travailler le cacao que je ne connais pas. Donc, Colombie, Afrique, Équateur, toutes les zones où il y a une production de cacao, ça m'intéresse. Et après, justement, on réinvente un petit peu le métier au quotidien parce que d'un sac à l'autre, ce n'est pas la même qualité. Donc, il faut un petit peu adapter, je dirais, son process à la fève, à celle qu'on a à l'instant T. D'accord, donc le goût, il n'est pas uniforme tout le temps forcément. Le goût n'est pas uniforme. L'industrie arrive à uniformiser. Nous, ce n'est pas du tout notre objectif. On essaie de faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. D'accord, ok. Et concernant les rencontres de vie que tu as eues, et notamment une fève de cacao qui vient d'Afrique, si j'ai bien retenu. Ouais, j'ai eu la chance, un petit peu par le hasard des rencontres, de rencontrer un Landais et un Basque qui avaient repris une plantation à Sao Tomé. C'est une petite île devant le Gabon. Et donc avec eux, c'est vrai que j'étais encore plus loin dans le travail. J'ai transformé du cacao en chocolat pour eux. J'ai eu la chance d'avoir un prix avec eux. Ouais, mais justement, ce prix, tu peux nous en parler? Quel prix tu as obtenu avec J'ai eu, avec ce chocolat-là, c'était meilleure tablette de chocolat noir au salon de chocolat à Paris. Avec ta spécialité, le chocolat noir. C'était voilà, dans ma catégorie, je dirais, mais c'était avec leur cacao. Donc après, ça les a un petit peu motivés. Ils ont vu que c'était qualitatif ce qu'ils avaient dans leur plantation. Et du coup, je me suis trouvé à Sao Tomé à leur construire une petite chocolaterie sur place pour transformer là-bas les fèves en chocolat. Donc ça a été une belle expérience. Pour l'instant, tu as fait Lint à Oloron, Baigori, Laya, Sao Tomé, Oui, et Sao puis Tomé, après après, je reviens en Soule. On a toujours une boucle dans la vie. Je suis en train de développer avec Elcar et Eric Etchart notamment un process de broyage. Ça fait 2-3 ans que je suis en train de travailler. de broyage. De broyage. Pour fabriquer le chocolat, c'est le broyage, le cœur du process. Donc voilà, je suis en train de travailler avec. Donc tu reviens à tes premières amours de Soule, d'ingénierie, etc. C'est ça? Exactement. Et pour moi, c'est un grand plaisir et c'est un beau bureau d'études. C'est vrai de revenir voir ses ressources en Soule, ça fait plaisir de repasser le col d'Auskich dans l'autre sens en fait. Alors voici le fameux chocolat qui vient d'Afrique, c'est ça? Sao Tomé, donc du Vache, le nom de la plantation, et c'est mon premier prix en 2016. D'accord. Et tu en as eu d'autres des prix depuis? J'ai eu la chance d'en avoir un second en 2018 avec le Jamaïque. Ah d'accord, chocolat de la Jamaïque. Et la nuance entre les deux chocolats, c'est quoi? C'est vraiment des aromatiques très différents. C'est un D'accord. petit peu comme le vin avec la matière, le terroir, et on développe des aromatiques très différents. D'accord, ok. Et du coup, là, maintenant, tes perspectives d'avenir, vers où tu te... Du coup, ça fait 11 ans que je suis à Baigori. Je ne vais pas bouger, mais je me suis associé avec un ex-collègue Lint, Eric Iturad, le maire de Bunus, ancien pelotari du SAM. Et moi, mon objectif, c'est donc avec Elcar, je vais essayer de construire ce process. Et j'ai vocation, il me reste quelques années à bosser, je pense, et j'ai vocation à essayer de transmettre mon savoir-faire, essayer d'aider des jeunes, notamment des jeunes ou moins jeunes, sur cette maîtrise de la transformation. Idéalement, pour moi, pour la fin de ma carrière, ça serait ça. Donc tu reviens un peu vers l'ingénierie et un petit peu en dessous avec Elcar, avec la collaboration avec Elcar d'ailleurs. Exactement, Elcar, l'ingénierie et puis aussi la formation, parce que je trouve que c'est important d'essayer de transmettre des métiers qui se sont un peu perdus en fait. D'accord. Et tu formerais quoi, dans des lycées, dans des... Non, plutôt des professionnels. Après, bon, ça peut être au CFA, mais j'ai pas trop structuré ma réflexion. Bon, mais Olivier, merci beaucoup pour ton accueil, pour tout, pour nous avoir expliqué tout ça, la dégustation. C'était vraiment très plaisant. Merci à toi. Et c'est très gentil. Et maintenant, l'équipe de Chibello Televista reprend les mobilettes vers de nouveaux horizons à la rencontre d'autres souletins expatriés.
Encore une petite route charmante dans une vallée un peu étroite. Au-dessus de nous, les pentes rouges des vignobles Irouléguy. Le pont Noblia, témoin de tellement de descentes en kayak en été. Nous roulons au flanc d'une montagne sauvage, d'une route étroite, au fond de laquelle on aperçoit la Nive qui cascade de rocher en rocher. Souvenons-nous du vieux chant du Moyen-Âge, l'ombre du grand Roland n'est donc pas consolée. Nous traçons à la suite du preux chevalier qui, poursuivi par les Vascons, pourfendit la pierre avec sa fidèle épée du Randal et imprima son passage à tout jamais en allant mourir ensuite au col de Roncevaux, ayant vainement appelé au secours son oncle Charlemagne avec son corps. Oh, quelle phrase! Bayonne nous accueille. Bayonne, cité légendaire à l'abri des remparts construits par Vauban, porte ouverte vers l'océan. Bayonne, ville colorée, pittoresque, rues étroites, souvent bordée d'arceaux et sa cathédrale aux flèches élancées. Après cette première journée de randonnée, nous faisons halte pour la nuit sous un chapiteau improvisé. Il est temps de souffler un peu et de laisser reposer les engins fatigués. Nous allons profiter de l'hospitalité d'un souletin exilé. Laurent Huart nous invite à un petit déjeuner chez lui, en compagnie de Egoa, sa compagne, et de sa petite Mayalène. Avec sa gentillesse habituelle, il nous parle de sa nouvelle vie et nous fait partager un moment de sérénité. Une bonne façon de démarrer notre périple du jour. Allez, encore un petit effort pour les moteurs. Il faut grimper le col de Saint-Ignace. Heureusement, nous n'allons pas en mobilette jusqu'au sommet de la Rune. Nous voici arrivés à Sarre, un des plus beaux villages du Pays Basque, avec ses belles maisons labourdines, fières et imposantes, retraçant un passé mouvementé qui fait rêver. Sa place, son fronton, son église typique. Nous sommes au pays de Ramuncho, immortalisé par Pierre Loti, le pays des contrebandiers, des douaniers et des poursuites dans la montagne. Nous arrivons à notre deuxième rendez-vous, dans le magnifique village de Sarre, à la rencontre de notre ami soultain, Arnaud Aragoas. Le maire de Sarre, Baptiste Laborde, et ses adjoints, conscients de l'implication du collectif d'artistes dans l'animation du village, soutiennent l'association Ashuri Arte avec attention et bienveillance. Cette galerie est devenue un rendez-vous incontournable pour les amateurs d'art. Eh bien Arnaud, bonjour. Adieu Philippe, c'est vraiment un honneur de te revoir ici. Eh bien écoute, c'est gentil Ouais. de revenir à ce beau village de Sarre. Ah oui, tout à fait. Et donc, voilà, j'ai On vient appris... de loin. Oui, de loin. J'ai appris un peu par hasard ce que tu faisais. Ouais.
Mais quand même, je te connaissais depuis un petit moment. Oh là là, tu t'imagines. On va parler d'une époque que les jeunes de moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, Voilà, comme on dit. ça. Maolegagna, Maolegagna. c'était un super restaurant, un endroit exceptionnel que je n'ai jamais retrouvé, moi, une ambiance comme celle était. L'ambiance était attenante à une époque bien particulière où les gens avaient encore un savoir-faire dans l'amusement et tout, avec des principes simples et agréables, quoi. Toute la valeur de ce petit restaurant, d'ailleurs, bar nocturne, on peut dire des fois, venait du fait de ce que les gens y amenaient eux-mêmes. La musique, je n'ai pas oublié les bûches de bois qu'ils ramenaient de la campagne pour chauffer, tu vois. Voilà, ça tenait à ça, à cette forme de solidarité et d'envie de découverte exacerbée de l'époque, quoi, tu vois. Ouais. Donc musique extra. Un mélange de gens incroyable. Ouais. On pouvait trouver des toubibs, des oui, ouvriers, tout à fait. Bon, absolument. tout le monde se plaisait. Mais oui, bien sûr, parce que chacun était chez soi. Bon, les gens construisaient le projet eux-mêmes, quoi, si tu veux. Et c'est toujours la même chose dans ma vie, je suis toujours dans ces découvertes-là. Ici, d'ailleurs, comme Voilà. à l'époque Parce que là-bas déjà. depuis là où tu vis, je pense que tu as fait beaucoup de métiers. Oui. Et comment oui. se fait-il que tu t'es arrêté dans le Bakila, enfin, dans le bâton? Ben, tu sais, c'est quelque chose de très ancien dans ma famille. Mon arrière-grand-père, Pierre Vidard, faisait déjà des canapés et des maquilas. Maquila. Et mon grand-père en faisait quelques-uns, beaucoup moins bien. Mais moi, j'ai appris surtout de l'autre côté, en Navarre, de l'autre côté. J'ai été passionné par ça parce qu'on en avait à la maison, je voulais apprendre. Donc j'y suis venu sur le tard. J'ai eu un incident de vie, une maladie un peu compliquée à un certain âge qui m'a fait relativiser beaucoup de choses. Et donc à un moment donné, j'ai voulu reprendre le sens du bois comme je l'avais découvert petit et jeune et que j'ai jamais d'ailleurs quitté. Tous les gens qui m'entourent peuvent te le confirmer. J'ai toujours sculpté, toujours fait des choses. Mais j'avais plus particulièrement envie de retrouver cette tradition du bâton pastoral navarrais, aragonais. On le trouve partout, hein, tous les endroits où il y a des pasteurs, il y a des gens qui s'ennuient à un moment donné qui sculptent quelque chose. J'en ai fait un métier. Ouais. Voilà. Et là, tu Je t'es distingue calé ça. et tu n'as plus envie de bouger. Je crois que tu n'as plus envie d'aller voir ailleurs. Non, c'est-à-dire le bois, c'est une addiction aussi à un moment donné, quand tu as l'honneur et la chance de pouvoir en vivre, modestement, mais en vivre, et surtout de faire ce qui te plaît. Toi, de nos jours, c'est un luxe que tu ne peux pas refuser, quoi. Quand tu as ce bonheur de pouvoir faire ça. Et moi, je vis de ça, quoi. Bon. Dans tous les sens du terme. Eh bien, écoute, Arnaud, tu vas me montrer, tu as ton petit Ouais, atelier si derrière, tu veux, tu vas me oui, montrer bien un peu sûr, à quoi ouais. ça consiste. Oui, ce oui, tout métier-là. à fait. Mais écoute, si tu veux, on y va. Allez, on y va. Allez. Bon, mais te voilà à ton poste de travail, Oui, mais mon atelier, c'est ton atelier. C'est là que tu passes beaucoup de temps, Très je sommaire, pense. oui, énormément de temps. Ouais. Dis-moi, Arnaud, moi j'aurais tendance à appeler ça un maquila, mais c'est pas du tout ça en fait. En fait, maquille en basque, tu sais, maquille, le A, l'article, bon voilà. Maquille, c'est le bâton en général. D'une façon générale, un manche de hache ou de faux peut être aussi un maquille. Mais le maquila, comme on l'entend, c'est un objet honorifique qui a un terme différent. En fait, c'est une arme. C'est pas un bâton. Moi, je ne me revendique pas du maquila, je me revendique du bâton de berger, de la tradition pastorale basque, navarraise surtout, mais en élargissant aussi, voilà. On en trouve dans l'Ariège, on en trouve un peu partout, en Aragon, etc. Partout où il y a des pasteurs, il y a de l'ennui, il y a des gens donc, qui sculptent des morceaux de bois. Voilà. Et justement, la sculpture, voyons, c'est Alors, quoi? En fait, je te vois avec un cutter. Bah, tu sais, voilà, c'est la taille au couteau traditionnelle de tout le monde de paysan, en fait, où on faisait un peu plus joli que le voisin, un collier pour les bêtes, un bâton. Et en fait, cette sculpture-là, elle est basée la plupart du temps sur des frises qui ne sont pas prises n'importe où. On les prend pour des frises basques, mais la plupart du temps, elles sont en rapport avec la romanitude, c'est-à-dire l'art roman. Donc c'est très souvent à Savertière d'Esca, à Berdoun, à Isaba, tu vas trouver des frises romanes, quoi. C'est basé là-dessus. Et voilà. Et bon, moi je vais chercher mes bâtons dans les conditions qui m'ont été offertes par ceux qui m'ont appris à faire. Donc dans des lunes bien précises, tu vois, les lunes noires, le jour de la lune noire, 2 jours avant, 2 jours après. Enfin, c'est pas complexe, mais c'est un peu particulier. Et quel bâton? Quel bois? Et alors, principalement du noisetier, ce qui est le bâton de marche dans toutes les Pyrénées, assez classique et logique. Je fais aussi du frêne, du pommier sauvage, du poirier sauvage. Je ne fais plus de buis et de houx, parce que le houx c'est interdit et le buis est malade, tu vois, mais enfin bon, on fait plein de choses. Voilà. Après, l'essentiel, c'est de cueillir dans le creux de l'hiver, en basse sève, à des bonnes lunes. Parce que là aussi, tu garantis aux gens de ce fait qu'au moins tu les accueillis au bon moment. Le bâton, il ne va pas être investi par des coléoptères, etc. Je ne les traite pas du tout d'ailleurs, tu vois. C'est très simple, quoi. Et quand j'ai vu un petit peu, enfin quand je me suis renseigné sur ton activité, j'ai vu que tu avais un petit point GPS qui était important à la cueillette du bâton. En fait, dans la tradition basque de l'autre côté, hein, on se comprend,
La chose qui est importante, c'est le petit bout du bâton. Quand tu offres le bâton à quelqu'un, tu fais en sorte qu'il soit le premier à toucher la pointe du bâton que tu vois ici au sol. Et de ce fait, on le casse. Autant les gens te remercient pour le travail que tu as fait avec de l'argent, souvent, ou de l'échange. Dans le temps, un beau bâton, c'est de fromage. Voilà. Et autant la forêt, tu vas l'honorer en la remerciant, tu fais le déplacement jusqu'à la forêt. On donnait le jour de la lune, avec la parole qui était donnée, que c'était bien ce jour-là qu'on a cueilli, et on donnait le lieu où on avait cueilli. Si on te dit Sour, ou si on te dit, je ne sais pas, tu vois, au pied du pic de Hid, tu vois, ou, je ne sais pas, à Vidalouni, en haut d'Alsaï, oui, mais après, le point GPS nous permet d'envoyer les gens aussi sur place dans des coins souvent qui sont magnifiques. Parce qu'il faut dire que là, je ne cueille quasiment que dans les Arvailles d'ailleurs. Après, dans toutes les choses que tu fais, j'ai vu de très belles choses dans ta galerie. Cette galerie, c'est 11 artistes. On fédère sur ce lieu et beaucoup de choses et on en arrive même à fédérer des liens entre nos propres activités. Ouais. Et c'est ce qui nous motive actuellement. Tu vois, on est passé d'un rythme où on était quelques vieux à maintenir ce lieu, tout à fait. Parce qu'il n'est pas très ancien, ça fait 4 ans qu'on l'a repris, mais on s'est retrouvé 1 ou 2 ans à être 3, 4 à batailler. Et puis à un moment, on a dit, mais non, on ne va pas prendre de l'argent à des jeunes pour les expos. D'abord, c'est indécent, puis c'est pas dans nos convictions. Nous, on veut un lieu d'exposition, on ne veut pas un lieu de vente particulièrement. C'est pour se faire voir, puis qu'éventuellement les gens viennent y conclure des affaires, c'est très bien. Ouais. Mais l'idée, c'est surtout que les jeunes aient les moyens d'exposer. Donc on a fait table rase de tout, on a chacun la même part, le même droit de décision. Et tu vois, c'est ça qui est vraiment jouissif, quoi. Quand tu as 66 piges comme moi, tu te retrouver avec des jeunes qui te secouent, qui te disent « Ah mais non, là on va virer l'étagère, là on va peindre les murs en noir. » Ça te stimule terriblement. J'ai l'honneur de participer à tout ça. Quoi. Et donc, alors, dans votre galerie, j'ai vu des balais de sorcières. Oui. C'est quoi, les balais de sorcières? Oui, là aussi, c'est des traditions, si tu veux, qui datent plutôt de l'après-guerre carliste. Quoi. Quand les curés ont repris en Navarre, moi je suis très branché sur la relation à la Navarre, puisque mon nom c'est Aragua. Ça vient dans la Peña Montañés, c'est en Aragon, mais par 200 ou 300 ans d'histoire quand même au Pays Basque de l'autre côté. Et donc, les balais de sorcières, hein, à Irursun, par-ci, par-là, tu as toujours des fêtes avec des balais. Et voilà, des rituels pour bien sûr, la majorité, par exemple, les filles l'obtenaient à 16 ans. Et à ce moment-là, comme les curés étaient contre, puisqu'elles étaient majeures. Donc, libres de vaquer, d'aller. Donc, le fait de leur donner un balai, c'était pour faire râler les curés, en fait. Parce que les curés voulaient que pour qu'elles soient majeures, elles soient mariées. En fait, qu'elles soient promises ou mariées, tu vois. Et le fait qu'à 16 ans, on leur dise, vous pouvez aller travailler à Pamplonne, eux, ils disaient, elles vont revenir avec un enfant, ça va faire des sorcières. Donc la relation à la sorcière, elle est là. Elle n'est qu'après les guerres carlistes, hein, on ne le trouve pas avant. Hein. Alors que la baguette, par exemple, qu'on fait là, c'est pas une baguette magique. C'est une baguette plutôt pour que les gosses apprennent à ouvrir leur esprit, à être créatifs, tu vois, voilà, c'est ça. Créatif, toi tu l'es, parce que j'ai vu ta série de masques. Pour le carnaval, on fait une énorme soupe de sorcières, mais on fait aussi des masques. On fabrique d'autres masques pour des carnavals de l'autre côté aussi. Voilà, Goni, trucs, j'en fais. Mais après, c'est une petite niche, quoi. Tu vois, parce que j'ai des connaissances, parce que les gens viennent me voir, parce que je sais pratiquer la cuisson du cuir à la colle d'os, des choses un peu oubliées, mais que je suis en train de transmettre, parce que la transmission, c'est totalement essentiel, quoi. De nos jours, d'autant plus, quoi. On les bâtons, trotterait, j'ai la seule fierté d'avoir réussi à transmettre à pas mal de monde. Je pense qu'en profondeur, une douzaine de personnes, ça va les faire très très bien. Mais il y en a quand même 3 qui en ont fait, pas totalement, mais en bonne partie leur métier. Alors, c'est une fierté, comme toutes les fiertés mal placées, mais je suis quand même très heureux d'avoir participé à leur progression dans ce sens. Voilà. Eh bien Arnaud, on arrive à la fin de cette interview. C'est court. On aurait des choses à se dire. Oui, on va s'en dire. Il faut profiter pour créer quelque chose en commun. Voilà. Alors maintenant, j'aimerais que tu me parles à cette caméra et que tu me parles un petit coucou sous le thé, un petit mot. La Soule, je lui dois d'y être né et je lui dois d'avoir fait toutes les découvertes essentielles. Et je dois dire que la culture que nous avons dans ce creux de vallée qu'est la Soule, elle est tout à fait particulière et reconnue particulièrement dans tout le Pays Basque. Moi, quand je vais à Bilbao, on m'honore d'être un Souletain. Dieu seul sait si je le mérite peu. Alors il faut que tous les jeunes créatifs qui y a en Soule se fédèrent, comme ici on est capable de le faire dans un village comme Sark, qui est bien sûr un peu plus évident,
des capacités un peu différentes que, je ne sais pas, au Suruc auquel je suis tellement attaché et tout. Mais il y a tellement de belles choses qui s'y passent. Les concerts de Suruc, ce sont des merveilles. Enfin, il y a partout. Pia de Gonzalo, avec ma douce, avec ma sœur, il y a des choses qui se passent. Il y a surtout une créativité en Soule. On le voit à travers notre, entre guillemets, c'est très péjoratif, mais folklore. On voit l'intelligence de ce qu'on est capable de construire, les chants sous le thym qui sont divinement beaux et qui sont tellement émouvants. Il faut que vous croyiez en vous, et il y a beaucoup de choses à faire en Soule. Et d'ailleurs, Philippe me disait qu'il était peut-être important que je revienne me raccrocher un peu à mes wagons sous le thym. Et moi, je pense que c'est eux qui vont me ramener. C'est eux parce que j'en ai vraiment besoin et envie. Comme tous les expatriés, quelque part, on a la nécessité de revenir. Mais moi, je n'ai rien à donner de plus que ce que je suis. Il y a déjà assez de prétentieux sur cette terre. Je vous promets que l'essentiel, c'est surtout les partages. Et chez nous, c'est que ça qui nous a toujours maintenu et fait vivre en Soule. Le partage. Et ça, pensez-y clairement. Et je suis complètement enchanté de l'idée de peut-être un jour venir en Soule partager quelque chose avec vous, simplement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Petit Bayonne, ce quartier si cher aux jeunes Souletins, Bayonne qui chante et qui danse sur les bords de la Nive et de la Dour. Fin du périple et arrivé pour un dernier reportage chez Henri Dascon, dans son café Kofi Mouchou. Bonjour Henri. Et nous Michel. Bon écoute, merci beaucoup de nous accueillir ici à Kofi Mouchou, à Bayonne. Hein. Et, écoute, on va parler un peu de toi d'abord. Ouais. Donc toi tu es originaire d'Idoxmendi. Oui. Ça serait sympa de nous expliquer un peu ton parcours depuis Idoxmendi et jusqu'à aujourd'hui Bayonne, Kofi Mouchou. Ok. Donc j'ai grandi à Idoxmendi, en Soule. Voilà, une enfance heureuse entre le Gave et le Fronton et quelques virées en montagne en VTT. Après j'ai fait mes études à Toulouse, j'ai fait une école d'agriculture à Toulouse. Et j'ai commencé ma vie professionnelle à Paris, dans l'agroalimentaire. Et puis après, comme j'avais un peu des envies d'entreprendre, j'ai monté une agence de communication sur Paris toujours, voilà, que j'ai gérée pendant 4 ans. On vendait des sites internet. Et ensuite, toujours à Paris, j'ai travaillé dans des startups dans le web. Là, j'ai plus fait du commerce. Voilà, et après une dizaine d'années à Paris et quelques voyages, je suis revenu au Pays Basque. Je me suis installé à Bayonne avec ma famille et j'ai travaillé quelques années pour les producteurs de kiwis dans les Landes. Donc j'ai voyagé dans le monde entier pour promouvoir les kiwis de l'Adour. Et puis depuis 1 an, je travaille sur le projet du Kofi Mouchou. Voilà, ça faisait 10 ans que je voulais ouvrir un coffee shop avec de la restauration. Voilà, un lieu qui réunirait à la fois du bon café, des recettes un peu de partout de mes voyages et des produits d'ici. Voilà. Et donc, je vous propose qu'on visite ensemble le Kofi Mouchou. Allez, on y va. Bon Henri, nous sommes donc à l'intérieur de Kofi Mouchou, là, un décor fort sympathique. Tu as ouvert il y a 1 mois et demi. C'est ça. Qui c'est qui vient à Kofi Mouchou? Alors, qui c'est qui vient à Kofi Mouchou? Beaucoup de gens différents. D'abord, c'est un café de quartier. Donc, il y a les gens qui habitent au-dessus, voilà, qui viennent. Il y a les gens qui habitent dans le quartier. Il y a les gens qui viennent de l'intérieur. Il y a aussi des Souletins qui commencent à venir. Voilà, parce qu'ils ont su qu'il y avait un Souletin qui avait ouvert un café à Bayonne. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont en vacances à Bayonne et aux alentours.
Donc on a des gens de toute la France, on a des Allemands, des Hollandais. J'ai régulièrement l'occasion d'avoir les joueurs de l'aviron qui viennent de Nouvelle-Zélande ou d'Australie ou d'Afrique du Sud et qui ont aussi, en fait, la tradition des coffee shops vient d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Et donc eux, ils savent qu'ici, ils trouvent le café comme chez eux, du bon café. Et c'est vrai que finalement, le café, presque tout le monde boit du café. Et donc ici au Coffee Mouchou, on accueille tout le monde. D'accord. Et donc le café, oui, le café. Parlons café. C'est quoi le café ici à Coffee Mouchou? Alors le café au Coffee Mouchou, c'est quelque chose de spécial. Parce que d'abord, moi, je suis passionné par le café depuis 20 ans. Dans les années 2000, en fait, j'ai fait mon Erasmus en Italie. Et c'est vrai que là-bas, il y a une tradition du café. Et ça m'a donné goût au café. Et donc, quand j'ai ouvert ici, je voulais vraiment que le café ait ses lettres de noblesse. Et donc, en fait, moi, j'achète du café spécialité. Le café spécialité, ça représente moins d'1% du café mondial. Et en fait, c'est des cafés de terroir. C'est un peu comme ce qu'on va trouver comme label Idoki ici, mais en Colombie, en Éthiopie, au Pérou, au Salvador. Donc d'abord, c'est des cafés qui vont être en altitude. C'est des variétés qui font partie de la famille Arabica. Donc ici, on a du 100% Arabica. Et c'est des cafés qui sont récoltés à la main et qui sont triés. Il va y avoir 2-3 récoltes sur l'arbre à café. Donc c'est des cerises qu'on va récolter une par une et qu'ensuite on va trier et qu'on va faire sécher pour ensuite récupérer la graine de café. Et après, quand le café il arrive ici, par exemple chez nous au Coffee Mouchou, en fait on va le moudre déjà, on le met dans le moulin et on va le moudre minute. Parce qu'en fait, c'est-à-dire que, je vais vous montrer sur la machine après, en fait le café il reste en grain jusqu'au moment où on va faire l'expresso. C'est-à-dire qu'il ne va pas être moulu et stocké pour faire du café toute la semaine. Voilà. Il va être moulu minute parce que quand on moule le café, en quelques minutes, il va perdre plus de 70% de ses qualités gustatives. Donc on le moud et on fait le café tout de suite. Et là, avec un bon café, une mouture minute, on est sûr, ou en tout cas, on essaie de faire le meilleur café possible. Donc là, Henri, on est devant les machines avec lesquelles tu travailles. Voilà. Tu peux faire une petite démonstration là, pour nous montrer un peu. Donc ça, c'est une Marzocco, c'est une machine italienne. C'est pour moi une des meilleures machines pour faire du bon café aujourd'hui. Voilà, ici on a un moulin. Donc c'est un moulin où on met notre blend. C'est un assemblage de café Pérou Salvador qui est fait par notre torréfacteur Pierre Guérin du Café Pilla. Donc c'est comme je vous racontais tout à l'heure. En fait, ici, on moule le café minute. Donc pour chaque tasse de café, on va moudre le café en grains, ce qui permet de garder toutes les qualités gustatives du café. Voilà, donc là on met à peu près 20 grammes de café pour 2 tasses d'espresso. Voilà, on répartit bien la mouture sur le porte-filtre en tasses. Et donc ça, c'est calibré pour te donner exactement la dose dont tu as besoin. Voilà, ça me donne 20 grammes. D'accord. Voilà. Et ça, c'est une recette que tu as affinée. Voilà, c'est une recette qu'on a mis en place avec Pierre, le torréfacteur, parce que chaque café a sa propre recette. Et donc là, pour sortir la meilleure essence de ce café et de cet assemblage de café, c'est 30 secondes parce que c'est là où on va avoir le meilleur équilibre entre l'acidité, la sucrosité et l'amertume de café qui va apporter un peu le corps au café et son côté chocolaté. Voilà, donc là on sort un petit expresso. Très bien, je vais le goûter. Donc, moi j'avais une question quand même, Café Mouchou. Pourquoi ce nom? Coffee Mouchou d'ailleurs. Ouais. Alors Coffee Mouchou, pourquoi ce nom? D'abord, moi je voulais ouvrir un coffee shop parce que j'aime beaucoup le café. La tradition des coffee shops, ça vient beaucoup des pays anglo-saxons, notamment d'Australie, de Nouvelle-Zélande. C'est eux qui ont lancé la 3e génération du café, le fait d'avoir des cafés de qualité. Et puis Mouchou parce que pour moi c'est un mot qui symbolise la tendresse. Et je voulais un endroit pour bien s'occuper des gens qui allaient venir dans ma maison. Parce que c'est vrai que je viens aussi de cette tradition de l'accueil. C'est vrai que chez ma grand-mère, chez Amani, Al-Sabeheti, c'est une maison où on accueillait beaucoup de monde et où on s'occupait bien des gens.
et moi j'avais envie de faire la même chose. Et c'est pour ça que j'ai aussi créé le Coffee Mouchou. Alors, donc c'est un peu tes origines qui ont fait ta source d'inspiration au niveau du contexte et de ce qui se passe ici à C'est une tradition familiale. D'accord, très bien. Et par contre, bon, on parle beaucoup de café, mais tu ne fais pas que du café ici. Il y a aussi ce qu'on appelle le brunch, c'est-à-dire, bon, pour appeler ça, nous, le casse-croûte. Ouais. Donc, bon, tu peux nous en parler un peu, comment tu te fournis et qu'est-ce que tu proposes globalement comme mets? Donc, en fait, au Coffee Mouchou, on est ouvert en semaine, on est ouvert toute la semaine, 7 jours sur 7. En général, on est ouvert de 8h30 à 17h. Et donc, l'idée, c'est que le matin, on va proposer des petits déjeuners. Voilà, des tartines, des œufs à la coque bio, des scones anglais, et une assiette de fromage de brebis. Et à midi, on va proposer plein de plats. L'idée, pourquoi café brunch et Etxea? Parce que l'idée, c'est qu'on va pouvoir manger aussi bien du salé que du sucré, mais aussi des plats traditionnels qu'on peut trouver dans des restaurants. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est d'avoir des bons produits. Donc ici, il va y avoir des recettes que moi j'ai récoltées un peu dans mes voyages, ou ici au Pays Basque, mais on essaie de proposer principalement des produits d'ici. Donc on travaille avec beaucoup de produits fermiers. Donc toi tu travailles exclusivement avec des producteurs vraiment basés localement, quoi. Oui, principalement. Je travaille principalement avec des producteurs locaux à chaque fois que je peux. Mais j'ai discuté avec plusieurs agriculteurs parce que pour les produits que je n'arrive pas encore à trouver, j'essaie de trouver des fermes ou des coopératives qui pourraient les fabriquer, quoi. L'idée, c'est de proposer le plus de produits locaux possible. Donc, à terme, c'est cet objectif. C'est cet objectif. Hebben Coffee Mouchouan ene ametsa jaiki dut. Diala 10 urte nahi nila kafe bat zabaltu. Eta bon, azken urte hoietan hanitz bidajatu niz. Eta bildu titzat gaitza hanitz. Eta heben nahi ditizun berdenboan Euskal Herriko eta Siberoko gaizak bildu. Eta ebai kanpoko gaizak. Horrentako egiten ditugu errezetak, munduko errezetak eta hebenko ekoizpenekin. Eta jakin ezazie, ziek, Siberun, baduziela heben baiunan, zien etxia, Coffee Mouchouan. Eta jin zite saldun, nahi duzielaik, errezibituko zitiet tazer handi batekin.